vous écoutez RTL. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet et toute l'équipe de cette émission qui m'aide chaque jour à préparer les dossiers que nous ouvrons pour vous. C'est Alexandre Caxan qui est à la technique aujourd'hui, Margot Agnès qui nous aide à préparer ces émissions et qui s'occupe aussi maintenant des archives sonores de la rédaction. Et bien entendu, vous êtes chez vous, c'est-à-dire que quel que soit le sujet abordé chaque jour dans cette émission, vous pouvez vous servir du 3210 ou de rtl.fr pour nous envoyer des courriels ou pour nous poser par téléphone les questions ou nous faire part de vos réactions et de vos témoignages. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage peut-être largement oublié d'une certaine génération. Il s'appelait Bruno Sulac, je le disais tout à l'heure. Dans les années 80, il a été un peu l'ennemi public numéro 1, quoiqu'il n'ait jamais tué personne, et il mettait même un point d'honneur dans ses braquages à ne pas exercer de violence. On en parlera beaucoup, mais cette émission, nous l'organisons à l'occasion de la sortie d'un livre remarquable. Je le dis au risque de faire rougir l'auteur qui est près de moi. C'est Philippe Jaénada. Bonjour. Bonjour Jacques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre livre qui est alors on verra ensuite comment vous la définissez, parce que vous êtes romancier, mais vous avez fait aussi un travail de journaliste, d'archiviste si j'ose dire, pour raconter la vie de Sulac. C'est le titre tout simplement de cette biographie romancée. Et nous avons lu évidemment ce livre et on a trouvé que cette vie, et on peut en parler tout de suite ensemble, qui ressemble un roman tragique, parce que il est mort encore une fois à 29 ans en tombant du 2e étage au cours d'une tentative d'évasion à la prison de Fleury-Mérogis. J'ai l'impression que vous, en tant que romancier, vous avez eu envie d'écrire sa vie, la vérité bien sûr, mais aussi peut-être de montrer comment le destin, le hasard aurait pu faire basculer sa vie dans un tout autre sens. Oui, en fait, moi je tenais vraiment à ce que ce soit une biographie, que chaque fait soit avéré. Vraiment, aussi bien dans les faits d'ailleurs que dans les sentiments qu'il a pu avoir. J'ai rencontré sa fille, la première personne que j'ai rencontrée quand j'ai commencé à avoir l'idée d'écrire, c'est sa fille, et je lui ai promis qu'il n'y aurait aucune interprétation, aucune extrapolation. Donc sur les faits, j'ai vraiment tenu à rester le plus proche peut-être pas de la réalité parce que c'était il y a 30 ans, mais en tout cas de la réalité des témoignages que j'ai pu recueillir. Après, peut-être dans la construction du livre, dans la forme de narration, et puis dans ces petites hypothèses que j'aimais sur ce qu'aurait pu être sa vie si certaines circonstances ne lui avaient pas barré la route. Ouais. Là, c'est un peu de la littérature, mais en tout cas, je veux vraiment dire que chaque mot de la vie de Bruno Sulac qui est dans ce livre est, j'espère, et j'ai essayé, vrai. Et parmi les personnages de sa vie, puisqu'on retrouve en vous lisant les destins croisés finalement de gens qui vont être très importants dans sa vie. Il y a des titres divers. Pauline, sa sœur, elle sera d'ailleurs au téléphone avec nous tout à l'heure. Thalie, le grand amour de sa vie, c'est une femme, et je la remercie publiquement parce qu'on va la voir tout à l'heure au téléphone, mais qui n'aime pas trop parler dans les médias. On y trouve aussi un flic, Georges Moréas, le commissaire Georges Moréas de l'OCRB, qu'il avait arrêté en 82, mais qui a développé avec lui une relation assez particulière dont nous parlerons. Et puis Drago, comment on peut le définir, le fidèle complice? Oui, c'est son premier complice, son ami Drago, son véritable ami alter ego ensuite, qui lui a été présenté par Drago, est un autre Serbe qui se faisait appeler Steve et qui a été vraiment comme un frère pour lui, ou comme un double, ou comme c'est plus qu'un complice, quoi. Alors on va se retrouver tout à l'heure pour voir comment le destin réel de Bruno Sulac a basculé un jour, d'abord dans la délinquance, puis dans les braquages de supermarchés, puis dans les bijouteries, parce qu'on l'avait appelé quand même l'Arsène Lupin des bijouteries. Mais d'abord, je propose à ceux qui peut-être ne situent pas bien ce personnage un petit retour sur le parcours de celui qu'on appelait aussi dans le milieu le légionnaire. Et son surnom de légionnaire, Bruno Sulac le devait
à sa désertion de la Légion étrangère à la fin des années 70. Il aimait l'action, l'aventure, le sport. Il se rêvait un destin de voyou au grand cœur, de gentleman cambrioleur. Il s'était reconverti en braqueur, spécialiste du hold-up, mettant, comme je le disais tout à l'heure, un point d'honneur à ne jamais faire couler le sang. Son allure sportive, son sourire d'enfant séduisent le milieu des voyous. On raconte par exemple qu'après un casse, il achète un bouquet de violettes à une mendiante sur les marches du métro qui lui laisse une liasse de 20 billets de 500 francs. Pour les flics, Bruno Soulac, c'est ce qu'on appelle en langage policier un beau mec, un voyou. Certes, mais qui ne dénonce jamais ses complices, qui évite la violence gratuite. Et en quelques années, il deviendra l'homme le plus recherché de France après une première évasion réussie de la prison d'Albi. On l'a appelé aussi le roi de l'évasion. C'était cette évasion de la prison d'Albi en 1980. Il avait simplement, comme dans les romans, scié les barreaux de la fenêtre de sa cellule. Il sera repris à Paris par l'OCRB, l'Office central de répression du banditisme, après quelques mois de cavale en janvier 1982. Et il doit sa réputation de roi de l'évasion à un épisode du mois de juillet de la même année, le 21 juillet 1982, quelques mois donc avant son arrestation. Lors d'un transfert en train entre Montpellier et Lyon, les 5 gendarmes qui l'escortent sont neutralisés en gare de Nîmes par des complices. Ils sont délestés de leurs armes et Bruno Soulac, lui, se perd tranquillement dans la foule sur les quais de la gare. C'est pendant cette cavale que l'Arsène Lupin des bijouteries effectue d'ailleurs les plus beaux coups de sa carrière. Le 21 janvier 1983, il s'attaque à la bijouterie Van Gold près des Champs-Élysées à Paris, butin 9 millions de francs de l'époque de bijoux. Moins d'une semaine après, même scénario mais chez Cartier, avenue Montaigne, butin 10 millions. Le 19 août, nouveau hold-up, toujours à la bijouterie Cartier, mais cette fois, c'est à Cannes, sur la Croisette. Et là, il rafle 30 millions de francs de bijoux en quelques secondes, à visage découvert, sans tirer un seul coup de feu. En à peine 2 ans de cavale, on dit qu'il a réalisé un bulletin qui dépasserait les 100 millions de francs. Ensuite, on n'entend plus parler de lui pendant quelques mois. Pourquoi ? Parce qu'il est parti au Brésil pour se faire oublier. Et puis, début 1984, il revient en Europe et il se fait prendre sous une fausse identité à la frontière franco-espagnole à bord d'une voiture volée. Les enquêteurs de l'OCRB vont l'identifier d'ailleurs in extremis au moment où il allait être relâché sous caution. Pour Soulac, c'est le retour à la casse-prison, à Bayonne d'abord, puis ensuite à Gradignan. Bruno Soulac sera condamné le 21 mars 1984 à 9 ans de prison pour son premier hold-up, celui d'Albi, en 1978. En attendant d'autres procès pour toutes les affaires qui devaient lui valoir un bail de longue durée derrière les barreaux, on l'envoie purger sa peine à Fleury-Mérogis. Le 10 janvier 1985, il est condamné également à Paris à 30 mois de prison pour un autre hold-up commis celui-là en septembre 1980 dans un supermarché de Montélimar. C'est un condamné pas comme les autres, dont la personnalité est très différente de celle de la plupart des voyous, comme l'expliquait à l'époque sur RTL Frédéric Lebellé, qui avait suivi le procès. Ce n'est pas un hasard si Bruno Soulac est devenu une vedette de la marginalité. Qu'on le déplore ou pas, il a tout ce qu'il faut pour cela. Un charme évident, mais surtout, qualité rare chez les voyous, il donne l'impression d'un homme maître de lui, qui a fait le choix de la délinquance, mais ne veut pas de bavure. C'est un joueur, pas un tueur. Un joueur d'un certain talent, puisqu'il est aujourd'hui milliardaire. Qu'importe, c'est le jeu qui l'intéresse. S'il sort, il recommencera sans doute. Si les juges condamnent l'action, ils manifestent aussi dans leur dialogue avec Soulac une certaine estime pour cet état d'esprit. Les faits pour lesquels il était rejugé hier en sont d'ailleurs une parfaite illustration. Des faits qui remontent à l'époque des supermarchés, avant celle des bijouteries de luxe. En septembre 80, Soulac organise un casse dans une grande surface. Masqué, armé, il prend en otage 2 femmes et leur ordonne d'ouvrir le coffre. Mais la première prend la fuite et l'autre se jette par terre en pleine crise de nerfs. Le bandit ne tirera pas. Il tentera de rassurer la pauvre femme affolée. « C'est pas grave, madame, ne vous en faites pas. » Et au lieu de lui arracher les clés des mains et de poursuivre, il préférera abandonner son mauvais coup.
En jurant, il mettra un grand coup de pied dans un présentoir et partira. On ne peut pas réussir à tous les coups, dit Sulac. Après sa condamnation, Bruno Sulac retourne purger sa peine à Fleury-Mérogis. Et c'est là qu'aux petites heures du matin du 19 mars 1985, il tentera son ultime évasion. Une évasion ratée qui marquera la fin de la baraka pour ce prince de la cavale. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. 3210 ou RTL.fr pour vos questions, vos réactions, vos témoignages. Nous retrouvons Philippe Jaénada dans un instant qui consacre un roman, une biographie romancée chez Fayard. Le titre, Sulac, un livre magnifique et c'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Et on retrouve pour cette émission spéciale consacrée à Bruno Sulac, Philippe Jaénada. Si vous n'étiez pas avec nous au début de l'émission, vous devez savoir qu'on aura tout à l'heure Pauline, la sœur de Bruno Sulac, Thalie, qui a été sa compagne, qui a braqué avec lui, qui a conduit la voiture, la signature de Bruno Sulac, une Simca 1100 qu'il utilisait, Philippe Jaénada, à tous ces braquages. On aura le commissaire Georges Moréas aussi, dont vous parlez dans votre livre. À ce propos, on va rendre à Julliard, ce qui n'appartient pas à Fayard, votre livre. C'est chez Julliard. Est paru chez Julliard. Alors, je voudrais que un des grands mérites du travail que vous avez fait, c'est aussi de mettre ce destin en perspective, parce qu'on se pose toujours la question, mais pourquoi un tel ou un tel bascule dans la délinquance? Alors, les gens qui n'aiment pas les voyous, et il y en a beaucoup qui écoutent cette émission et qui nous font le reproche parfois de parler des voyous. Bon, nous parlons aussi des victimes. Enfin bon, chacun son opinion. Mais ils nous disent toujours, oui, mais on cherche des excuses dans le passé, mais ces gens font des choses très graves. Bien sûr, ils font des choses très graves. Ça n'est pas une excuse que d'aller voir le passé de Bruno Sulac. Non, moi, une des choses qui était vraiment mystérieuse pour moi dans l'histoire de ce jeune homme, c'est que c'était un garçon intelligent, beau, gentil, doué pour le sport, simple, qui est né surtout dans une famille très unie, aimante, stable, dans la campagne provençale. Je ne comprenais pas comment, sans méchanceté, sans drame dans son enfance justement, il avait pu se retrouver un des plus grands gangsters de la fin du XXe siècle. Donc j'ai essayé de faire petit à petit, comme moi-même je ne comprenais pas. Je me suis dit, je vais comprendre en même temps que mon futur lecteur. Et donc je commence l'histoire en fait à la naissance de son grand-père, qui est né en Pologne, qui était un gendarme polonais qui aimait jouer du violon, qui, pour des raisons politiques et financières, est venu en France travailler la terre, qui a donc dû abandonner son violon et son uniforme de gendarme. Je parle ensuite du père de Bruno Sulac, qui a suivi le même chemin que son père à lui, c'est-à-dire travailler la terre dans des conditions ingrates en France, en n'étant pas très bien traité en tant que Polonais, et puis qui a voulu s'en sortir, qui s'est donc engagé dans la Légion, et petit à petit, en écrivant, je me suis rendu compte que ces destins, ces efforts de certains hommes pour essayer de dépasser un peu leurs conditions arrivaient jusqu'à la vie de Bruno Sulac. Voilà, et vous dites, quand vous évoquez la scène où Stanislas Sulac signe son engagement à la Légion, il signe 7 fois, et vous dites, c'est cette signature marque pour toujours le destin de son fils, qu'il n'a pas encore quand il devient légionnaire, parce que on comprend mieux pourquoi Bruno Sulac plus tard s'est engagé dans la Légion. Oh, oui. Alors, je parlais de désertion. Parce que il vient à Marseille, lui, quand même famille, sa jeunesse à côté de Marseille. se passe à Marseille. Bon, il fréquente quand même les petits voyous. Il y a des vols de bicyclettes ou de motocyclettes, de choses comme ça. Pourquoi alors justement? Parce qu'il est pas sans argent, il est pas. Non, en fait, c'est juste une toute petite bêtise d'adolescent, non pas comme tout le monde peut en faire, mais vraiment, c'est simplement, il a volé une mobilette un jour avec des copains pour faire un tour dans le quartier. Ça a duré 10 minutes. Et puis, très vite, lui, il s'est rendu compte que ce n'est pas la vie qu'il voulait. Donc, il a choisi de s'engager dans l'armée. Parce qu'il y avait à la fois, pas par goût de la discipline, évidemment, il était plutôt rebelle, mais enfin, parce qu'il y avait du sport, de l'aventure, de l'action, ça lui plaisait. Puis c'était la Légion, et il avait découvert dans un tiroir, un jour, toutes les décorations de son père, qui n'en avait jamais parlé. Il s'est dit, mais mon père était un héros. Son père avait la Légion d'honneur, la Croix de guerre, il a perdu un bras en Indochine. Et donc, lui c'était aussi, l'armée, c'était aussi pour essayer de suivre son père. Et en fait, alors qu'il s'engage dans l'armée, un juge pour enfants, parce qu'il était mineur, il avait devant
lancé l'appel. Un juge pour enfants, excusez-moi, mais complètement abruti, apprenant qu'il y avait eu ce vol de mobilette qui avait duré un quart d'heure, l'a forcé à se retirer de l'armée. C'est-à-dire que ce garçon qui, pour contrer ses premières erreurs d'adolescent, avait choisi la voie des militaires, eh bien, il a été enlevé de l'armée parce que le juge a dit pas de voleur dans l'armée, et donc il est retourné dans la rue à Marseille. Et tout a commencé comme ça. Et il était passionné de chute libre, il voulait battre un record, et on lui a refusé à cause de cette condamnation. Et c'est comme ça que la Légion est partie sauter sur Colvézi. Là, il aurait eu de l'action, mais il est resté... En fait, il était donc à la Légion en Corse, il avait une permission de 3 jours, on lui avait demandé de pas quitter la Corse. Il aimait beaucoup sa famille. Il a désobéi un petit peu, c'est-à-dire qu'il a pris le bateau pour aller jusqu'à Marseille, voir ses sœurs et ses parents. Pas pour voir ses amis, ni une fiancée, ni rien, juste pour voir sa famille. Et par une malchance incroyable, c'est ce jour-là que la Légion a été appelée à sauter sur Colvézi, qui est un des grands faits d'armes de la Légion en 78. Et comme il n'est pas là, il est considéré évidemment comme déserteur. Ça, c'est la vraie bascule? Oui, c'est la vraie bascule parce qu'il n'a jamais voulu revenir. C'est-à-dire qu'il avait honte. Il s'est dit, je ne pourrai plus jamais regarder mes camarades en face. Certains sont morts là-bas. Il a eu honte, son sens de l'honneur. Il a dit, je ne peux pas revenir. Et donc là, il était hors la loi et tout a commencé comme ça. Alors, on va faire une pause dans cette émission. On va se retrouver dans un petit instant pour parler cette fois des actes, des braquages, de ce qui lui a valu ce surnom d'Arsène Lupin des bijouteries. Et puis on aura d'ailleurs également le commissaire Moréas, puisque voilà, c'est lui qui l'a arrêté en 1982. Puis il y a eu cette relation tout à fait incroyable dont Moréas va nous parler dans un instant. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Retrouvons Philippe Jaénada, qui est notre invité, pour parler de ce parcours de vie assez incroyable de Bruno Sulac. Mais avant de vous redonner la parole, on va prendre au téléphone Georges Moréas. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour Monsieur Pradel. Alors, je parlais l'autre jour de votre blog sur Internet, Police, etc. J'ai relu ce matin ce que vous écrivez régulièrement d'ailleurs sur Bruno Sulac. Vous pouvez me dire pourquoi ce personnage vous a marqué particulièrement dans votre vie de policier? Je rappelle que vous avez été le patron de l'anti-gang de Nice, puis de l'OCRB à Paris. Oui, je crois qu'avec Sulac, j'ai fait ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire, je me suis un peu identifié à lui. Donc, on a une sorte de complicité verbale, bien entendu. Et voilà, quoi. Je veux dire, quand il m'a raconté un peu son adolescence, sa jeunesse, enfin, moi, j'ai eu plus de chance que lui parce que j'ai fait quelques bêtises, mais lui est tombé sur un mauvais juge et moi, je suis tombé sur un bon flic. Voilà, et en fait nos chemins se sont différenciés à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on aurait pu un peu suivre les mêmes chemins, et voilà, donc je pense que... Vous pensez, pardonnez-moi, vous pensez qu'il aurait fait un bon flic? Vous lui avez dit, je crois. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il m'avait dit, d'une certaine manière, il m'enviait un peu parce qu'il aurait voulu être moi. Moi, je voulais pas être lui, surtout qu'il avait les bracelets aux mains. Mais c'est vrai qu'il aurait fait un bon flic, je pense, effectivement. Ouais. Dites-moi pourquoi il y a eu cette série de contacts téléphoniques. Alors, si on reprend la chronologie des faits, en 1982, c'est vous qui l'arrêtez, hein? Voilà, c'est l'OCRB qui l'arrête. On travaillait dessus depuis pas mal de temps. D'ailleurs, je viens d'apprendre quelle était sa complice, parce qu'on ne l'avait pas identifiée à l'époque. Et pourquoi ça vous fait rire? Non, je rigole. C'est moi qui ai joué les balances. Pardon? C'est moi qui ai joué les balances. Non, c'est une plaisanterie, parce qu'il y a longtemps que tout ça est prescrit. Mais voilà, donc quand on l'a arrêté, ça s'est très bien passé. Bon, il a essayé de se sauver, ce qui était la règle, mais d'ailleurs, il était même pas armé. Et la garde à vue a été très bousculée, parce que c'était 48 heures, et il y avait plein de policiers et de gendarmes qui voulaient prendre sa déposition, parce qu'il avait fait des coups sur toute la France. Il y avait une quinzaine de hold-up quand même, hein, là. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, entre deux auditions, on discutait ensemble d'autre chose que de ces braquages, qu'il a reconnu d'ailleurs, sans jamais mettre en cause ses comptes. Et c'est comme ça. Oui, on a un petit problème de liaison téléphonique. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, Georges Moréas. Oui, ça y est, vous êtes revenu. Alors ne bougez pas surtout. Hein. Oui, et donc dites-moi. Alors après, donc vous l'avez arrêté. Il est incarcéré. Et il va s'évader. Et c'est pendant sa cavale. Alors il a votre numéro de téléphone. Nous, il appelle sur le standard de l'intérieur. J'étais à l'hôpital central des dentistes. Ouais.
et il commence à me raconter. En fait, d'une certaine manière, je crois. Bon, attendez, je crois qu'on va être obligé d'interrompre la conversation parce que là, vraiment, la ligne est trop mauvaise. J'en suis désolé parce que c'est passionnant ce qu'il raconte, mais Philippe Génada peut nous aider à comprendre parce que vous connaissez Georges Moréas aussi. Vous en parlez dans votre livre. À quoi vous attribuez vous cette espèce de complicité finalement amicale entre le braqueur et le policier, parce qu'il l'appelle de ses cavales, il lui donne même rendez-vous un jour à une terrasse de café, puis il vient pas quand même. Hein. Oui, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, Bruno Sulac, au fond, n'était pas un méchant garçon. Il était joueur, donc il a tout de suite avoué quand Georges Moréas l'a arrêté en janvier 82. Ouais. Il a dit voilà, tu m'as eu, j'ai perdu. Et puis je pense surtout que cette première rencontre, tous les deux, donc dans les locaux du Quai des Orfèvres, a été importante. Et je pense qu'ils se sont un peu reconnus. Il y a eu aucune Bruno Sulac a été très bien traité à ce moment-là. Il y a eu aucune ni brutalité ni quoi que ce soit. Lui a joué le jeu aussi de son côté. Donc voilà, je pense qu'il y a une sorte de amitié, c'est peut-être un peu fort, mais de sympathie. Enfin, Georges Moréas pour en dire plus, mais qui est né. Et puis comme Bruno était aussi assez espiègle, il aimait bien après un casse jouer comme ça un peu au chef au commissaire pour lui raconter un petit peu. Ouais. Georges Moréas, vous êtes revenu? Ah non, vraiment. Bon, on a du mal. Alors, je vais vous poser moi la question que je voulais poser à Georges Moréas, mais on va pas réussir à le retrouver là. Il est vraiment dans une zone où ça passe très mal. Il a gagné beaucoup d'argent, Bruno Sulac, dans sa vie. Enfin, gagné. Il est allé chercher beaucoup d'argent. Alors, certains ont dit 100 millions de francs de l'époque, ça fait un petit milliard d'anciens de centimes. D'autres ont dit le double d'ailleurs. Est-ce qu'il avait un trésor? Qu'est devenu cet argent? Alors, je vais vous dire où il est. Donc, il est enterré. Je vais vous donner l'adresse. Non, évidemment, personne ne sait. Puis, je pense, moi, même s'il a... Est-ce qu'on pense qu'il y a un trésor enterré alors? Oui, en tout cas, on n'a jamais rien retrouvé. Vraiment, rien du tout. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que la valeur des bijoux qu'il volait ne correspondait pas à la valeur à laquelle il les revendait, pour laquelle il les revendait. Ouais. Donc, c'est un peu moins. Ouais. En général, c'est un quart de la valeur. Voilà, et il avait dit à Moréas, je lui aurais posé la question si on avait pu le garder au téléphone, il avait dit, mais il faut prendre et en laisser dans les sommes dont on parle après un braquage, parce que les bijoutiers gonflent pour les assurances, etc. Et peut-être pour se faire plaindre un peu plus. Et donc il disait finalement, bon. Lui revendait aux assurances. Hein, d'ailleurs, les assurances, il revendait les bijoux aux assurances pour que. Ah bon? Oui. Et donc voilà, et puis la cavale coûte très cher, donc il a dépensé beaucoup d'argent. Et puis il doit y avoir quelques beaux bijoux cachés, enterrés ici et là, mais notamment une panthère de chez Cartier, qui est un modèle unique, une panthère d'émeraude de diamant, à laquelle il tenait beaucoup, et qu'on n'a jamais retrouvé. Non. Une dernière question à propos de cet homme. Il y a deux personnes en lui, non? Oui. Peut-être plus, mais en tout cas au moins deux. Il y a le bon garçon qui aime sa famille, qui raconte toutes ses histoires de cœur à sa maman et qui prend des risques incroyables pour venir manger la tarte au citron de sa maman. Et puis il y a une sorte de rebelle, de révolté, de garçon pas un peu fou, mais enfin qui prend des risques insensés. Il en a pris beaucoup. Et c'est vraiment deux personnalités qui s'opposent depuis qu'il est tout jeune d'ailleurs, parce qu'à l'école, c'était un excellent élève qui était très intelligent, qui comprenait tout très vite. Et puis en même temps, il y avait en lui, ça c'est la nature, on ne sait pas d'où ça vient, il y avait une force de quelque chose, il était contre, il a quitté l'école, il aurait pu avoir son rebelle, bac en sifflotant. Il a quitté l'école juste avant le bac, pour ne pas l'avoir, je pense. C'est un garçon, mais je pense que Pauline ou Thalie vous en diront beaucoup plus que moi. Thalie, on va l'avoir au téléphone, je pense, dans quelques instants, le temps d'une pause, et on reprend le cours de cette émission. L'heure du crime sur RTL. La vie
romanesque et courte de Bruno Sulac, mais il avait dit, d'ailleurs c'est au début du livre de Philippe Jaénada qui s'intitule Sulac et donc qui est paru chez Julien, je le répète, et vous avez une citation de Bruno Sulac. Ces derniers temps, c'est lui qui parle, enfin qui écrit, ces derniers temps j'écris beaucoup, ce n'est rien d'autobiographique, rien qu'à cette idée je frissonne, quelqu'un s'en chargera bien après ma mort. C'est ce qui m'a décidé à écrire le livre, en fait. Je m'intéressais à la vie de Bruno Sulac, mais sans penser en faire un jour un livre. Et puis j'ai lu, sa sœur Pauline a publié un livre peu de temps après sa mort, dans lequel il y avait beaucoup de lettres qu'il a écrites en prison à la fin de sa vie à Fleury-Mérogis. Et en lisant ça, je me suis dit, allez, c'est moi qui m'en charge. J'enlève le défi. Et ce livre est dédié à Thalie. Oui. Ce livre n'existerait pas sans Thalie, qui était donc la compagne, le grand amour, et puis la complice de Bruno, et qui m'a raconté des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne, et qui m'ont été plus qu'utiles, qui ont été indispensables pour raconter l'histoire de ce jeune homme. Bonjour Thalie. Bonjour Jacques. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté. Je sais que vous êtes très rare et que vous n'aimez pas trop vous exprimer publiquement. Quand on parle de Bruno Sulac, avant de vous poser d'autres questions plus précises, mais quand on parle de lui aujourd'hui, quel souvenir vous vient tout de suite ? Écoutez, les souvenirs sont nombreux et inoubliables, mais ce que j'aime me souvenir, c'est ce que fut notre relation et toute cette aventure. Pour moi, Bruno, ça reste un être exceptionnel, généreux, talentueux. Mais en fait, ce qui m'émeut aussi aujourd'hui, 30 ans après, c'est qu'il soit toujours parmi nous, aussi présent. Mmh. Voilà, il n'est pas mort. Quand vous l'avez rencontré, il était en cavale et sous un autre nom, je crois. Oui, en effet, nous nous sommes rencontrés un mois après donc sa première cavale. Il venait s'évader, quoi. Voilà, et il portait le nom de Christophe. Et comment vous êtes retrouvés ? Comment vous êtes rencontrés ? En fait, nous sommes la toute première rencontre, qui était assez brève d'ailleurs. Il m'a été présenté par un ami que nous avions en commun. Et voilà, Bruno voulait me voir pour me demander un service. Ouais, le service, c'était, on peut le dire quand même, le service, c'était, on va dire de faire un couple, même si c'était un faux couple, non, pour une affaire. Oui, voilà, c'était de faire un couple, entre guillemets, pour louer un appartement. Et voilà, il pensait que c'était quand même c'était plus rassurant pour d'être à deux et plus rassurant peut-être pour le propriétaire. Ouais. Voilà, et ce couple est devenu un couple, quoi, en fait, par la suite. Oui, en effet. Dites-moi, vous avez conduit la fameuse voiture, la fameuse Simca 1100. Oui. Comment vous en êtes arrivé disons, des relations amoureuses avec Bruno Sulac à devenir son équipière, en quelque sorte, puisque vous avez conduit la voiture, mais vous avez fait des casses aussi avec lui? Eh bien, déjà, il aimait ma façon de conduire. Et dès que j'ai connu sa situation, en fait, il me l'a pas demandé, mais il a senti que je voulais l'accompagner, être avec lui. C'est comme ça que je suis devenue son chauffeur, si je puis dire, quoi. mais après, vous avez également participé à certains hold-up. C'est lui qui vous l'a demandé ou c'est vous qui vouliez vous mettre une dose d'adrénaline? J'aime ça, oui, avoir une dose d'adrénaline, mais non, ça s'est fait comme ça. Voilà. Je sais qu'au départ, il ne voulait pas de femme, mais il voulait aucune femme dans ses hold-up, mais voilà, j'ai fait l'exception. Est-ce qu'il y avait une part d'improvisation dans ces braquages, ou est-ce que tout était préparé minutieusement? Non, il n'y avait pas d'impro, à ma connaissance, parce que il y a toujours un minimum de préparation, que ce soit pour le casse déjà, ensuite pour l'itinéraire à prendre, voilà, pour préparer aussi une voiture de relais ou une moto. Donc il fallait un minimum de préparation pour qu'il y ait plus de chances de réussite. Ouais, c'est vrai qu'il gardait toujours son sang-froid. Oui, surprenant d'ailleurs. J'ai toujours été surprise, moi, de son sang-froid. Il était, je sais pas, il était peut-être nerveux intérieurement, mais extérieurement, il paraissait plutôt serein, souriant.
mais surtout rassurant, je crois, vis-à-vis de moi. Voilà. Mais il y a que les réponses qui sont indiscrètes, hein, t'as dit. Quand on bascule comme ça et qu'on prépare des casses, des hold-up, des braquages, on peut pas ne pas imaginer que ça peut un jour mal se passer. Vous en aviez parlé ensemble? Oui, bien sûr, on en a parlé. On s'y est préparé d'ailleurs. Mais alors comment on se prépare? Qu'est-ce qu'on fait? On dit quoi? Si quelqu'un nous tire dessus, si les flics arrivent, comment ça se passe? On essaie de se poser un maximum de questions et d'essayer mais il était quand même très rassurant. Il disait que le fait justement de s'y prendre bien et d'être consciencieux, parce qu'il était consciencieux dans son travail. Voilà, on a préparé, c'est vrai qu'on a préparé en cas d'arrestation des choses à dire. Voilà. Oui. Mais je pensais pas à ça. Il avait quand même. On a parlé de l'aspect non violent de Bruno Sulack. Il avait une arme avec lui parce que ça impressionne toujours. Alors la légende, je sais pas si la légende ou la réalité, a dit que justement il mettait des balles à blanc pour ne pas finir par tuer quelqu'un. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il a toujours, il voulait surtout pas qu'il arrive quoi que ce soit. Et le moindre problème ou le moindre retard, il pouvait tout arrêter. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage parce que vous exprimez très 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 rarement. Je rappelle évidemment, vous avez lu le livre, vous avez dû être la première lectrice du livre de Philippe Jaénada. Vous n'avez pas été trahi? Non, pas du tout. Mais alors, aucunement. Non. Merci Philippe, d'ailleurs. Je t'embrasse, Thalie. Moi aussi, je t'embrasse. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment d'avoir témoigné dans l'émission. Merci, Thalie. Je vous en prie, au revoir. On va faire une pause. On va retrouver Pauline après, mais on va, d'ici là, parler aussi à nouveau avec Philippe Jaénada d'autres aspects de la personnalité de Bruno Sulack et peut-être aussi, peut-être certainement, parler du drame qui a terminé sa vie à 29 ans. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Et la une de notre émission, un nom, Sulack, comme sur la couverture du livre de mon invité Philippe Jaénada, un braqueur des années 80, quelqu'un qui est largement oublié aujourd'hui, sauf de ses proches et sauf de gens qui, comme Philippe Jaénada ou d'autres passionnés de faits divers et d'affaires criminelles, évidemment on peut pas passer à côté d'un personnage qui a concentré dans une vie très très courte un nombre de braquages, d'actions, de ce côté gentleman cambrioleur, Arsène Lupin des bijouteries, etc. Ça a vraiment fait la une des journaux pendant des années. On va d'ailleurs parler de lui dans un instant plus complètement avec Pauline, sa sœur, Pauline qui avait publié en 2007 un livre, Bruno Sulack, l'ami public, numéro 1. Mais d'abord, il faut parler de la tragédie, de la fin de sa vie. Ça se termine très très mal, Philippe Jaénada. Il est incarcéré à Fleury-Mérogis. On est le 19 mars 1985. Il va s'évader parce qu'il s'est toujours évadé. Ouais. Et là, ça va très mal se passer. D'une fenêtre du 2e étage d'un bâtiment de la prison, il tombe et il s'écrase au sol. Il est dans le coma. Il est très très grièvement blessé. Et avant de vous laisser parler de cet épisode sur lequel règne encore grosse part de mystère, on va écouter ce que Michel Cohen-Solal disait sur RTL pour le journal, donc les premières explications avancées par l'administration pénitentiaire. C'était pendant le journal d'Henri Marc sur RTL ce 19 mars 1985. Eh bien, c'est le grain de sable qui a enrayé le mécanisme. Il était effectivement prévu que Sulack saute sur le parking depuis le premier étage du bâtiment, une chute relativement facile de 4 mètres de hauteur. Malheureusement, une porte d'accès à ce premier étage, généralement ouverte, était ce soir-là fermée. Et bien sûr, Bruno Sulack n'en disposait pas la clé. Alors très vite, il remonte au 2e étage et décide d'appeler Thierry Snitter par talkie-walkie pour qu'il vienne justement lui ouvrir cette porte. La suite, on la connaît, et c'est au moment de cette conversation que Sulack est surpris par la ronde des gardiens.
Et c'est un deuxième hasard imprévisible et imparable qui l'a fait repérer par cette ronde. Là encore, manque de chance pour celui que l'on avait surnommé pourtant Sulak la Baraka, alors qu'il remontait au premier étage. Un des 2 gardiens en service qui commençait à sommeiller a eu subitement envie d'un café. Et la seule machine distributrice qui fonctionnait ce soir-là se trouvait justement à côté du bureau où Sulak était retranché pour converser avec le sous-directeur de Fleury. Entendant donc le poste émetteur grésiller, le gardien ouvrait le placard dans lequel se trouvait le détenu et aussitôt l'alerte était donnée. Alors il faut dire que la personne qui a été nommée la sous-directeur de Fleury-Mérogis, Philippe Jaénada, c'est le complice de cette évasion, c'est-à-dire qu'il l'a acheté, quoi. C'est-à-dire que non seulement il n'a même pas promis vraiment d'argent, non seulement il a réussi à convaincre le sous-directeur et un surveillant de l'aider à s'échapper, mais même sont eux qui ont mis au point le plan d'évasion. C'est-à-dire que c'est le sous-directeur de Fleury-Mérogis qui a calculé et mis au point le plan d'évasion qui malheureusement s'est mal terminé. Ouais. Alors sur les conditions de sa mort, il y a des allons-y carrément. Quoi. Il y a des gens qui disent on l'a tué, on l'a poussé, on lui a cassé la gueule et on l'a poussé dehors pour le faire mourir. D'autres disent il y a une bagarre et puis lui peut-être il s'est suicidé, il s'est jeté par la fenêtre plutôt que de repartir en prison. D'autres disent c'est un accident. Oui. Moi j'ai essayé de... Vous en parlez beaucoup dans le sans choisir une version parce que j'ai vraiment, la famille m'a permis d'étudier toutes les reconstitutions, l'autopsie, il y a eu plusieurs reconstitutions. Et moi, je ne m'estime pas le droit. C'est un peu, ce serait facile de prendre position pour une ou l'autre. Je m'estime pas ce droit-là. Donc, j'ai présenté la version officielle, qui est un accident, et la version des proches et de la famille, qui ressemble plutôt à un assassinat ou au mieux à un homicide involontaire. Bonjour Pauline. Bonjour Jacques. Merci. Bonjour Philippe. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté de revenir dans cette émission. C'est pas la première fois qu'on se parle sur RTL. Dites-moi, évidemment sur la fin de la vie de votre frère, vous, votre avis, on va pas en parler beaucoup là, mais il est très tranché. Pour vous, c'est pas un accident. Oui, il est pas si tranché que ça. Il est simplement que quelque chose s'est passé d'assez étrange pour qu'un juge d'instruction, le juge Jean-François de Sagne à l'époque, autorise 2 reconstitutions, ce qui ne se fait quasiment jamais. Il avait une intime conviction que quelque chose n'allait pas. Malheureusement, me disait-il, il me faut le prouver par la loi. Donc, je l'ai dit par ailleurs, aujourd'hui, quasiment 30 ans ont passé, et si tant est qu'il y ait eu, disons un homicide involontaire, comme disait Philippe Jaénada, de toute façon, moi en tout cas, pour ce qui me concerne, je leur ai pardonné, j'espère qu'ils l'entendent. Pauline, vous avez été l'autre femme de la vie, si j'ose dire, de Bruno Sulak. Vous êtes née quelques mois un petit peu après lui, c'est ça? Oui, juste un an de différence. On est nés au mois de novembre tous les deux. On fêtait toujours nos anniversaires ensemble. Vous avez connu ses activités. Est-ce que vous avez eu peur pour lui? Bien sûr que j'ai eu peur pour lui. J'ai eu peur pour lui, j'ai eu peur pour nous. J'avais parfaitement conscience, en tout cas, si je n'avais pas la conscience qu'il avait lui à 24 ans, qui était assez incroyable, j'avais pas cette même conscience, cette même lucidité sur le monde, sur la société, sur beaucoup de choses. Mais en revanche, j'avais conscience que tout ça pouvait mal se terminer. Mais vous lui aviez demandé d'arrêter? Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous disait plus d'une fois. Lors d'une de ses dernières cavales, il est venu nous voir. À l'époque, je travaillais à Sud Radio à Toulouse et il est arrivé. On était en train de déjeuner avec ma petite sœur, Stella, et il est rentré dans le restaurant, comme ça, de manière impromptue. Et ce jour-là, j'ai vu qu'il avait vraiment un regard et une tête particulièrement grave. Et on a eu l'occasion de discuter où je lui ai dit, écoute, maintenant, ça arrive à un point où ça va mal se terminer. Arrête, pars, je sais pas moi, achète un hôtel sur une île, mets-toi les pieds en éventail. Et là, il a ri en me disant, tu sais, après tout ce que j'ai vu pendant toutes ces années, tout ce que j'ai vu de ce monde, de l'endroit d'où je l'ai vu, je peux plus jamais envisager de me retrouver les pieds en éventail sur une île et considérer que la vie soit possible. Donc je savais que ça se finirait mal, mais je savais pas quand. Est-ce qu'il vous reste de lui aujourd'hui ? Ce qui me reste de lui aujourd'hui, et c'est ça qui est fantastique, après autant d'années, c'est un petit peu ce que disait Tali tout à l'heure, c'est de se dire que autant de personnes, là il y a encore une jeune fille qui m'a demandé si elle pouvait faire une thèse sur Bruno, sur la marginalité, ce que les marginaux nous apprennent de nous et de la société. Donc j'ai dit ok, j'ai découvert une bande dessinée consacrée à une de ses évasions, il y a ce livre qui vient de se faire, et peut-être un film demain. Il y a tellement, il a tellement su donner de l'amour en fait à tous les gens qu'il a rencontrés, que 30 ans après on en parle encore. Donc au-delà de l'amour, il a eu une vie marginale que nous n'avons jamais
jamais validé. Mais pour autant, nous avons particulièrement, évidemment, aimé la manière dont il a décidé de mener cette vie marginale de laquelle il ne pouvait plus se sortir, avec un certain sens de l'honneur et un sens de l'autre. C'est ce qui apparaît dans le livre de Philippe Jaénada. Je vous remercie beaucoup, Pauline. Merci infiniment. Merci aussi à Athalie qu'on a entendu tout à l'heure. Merci à Georges Moréas et à son téléphone défaillant. Et puis Philippe Jaénada, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que votre livre Sulac est paru aux éditions Julliard. L'émission est terminée. On va retrouver Flavie Flament dans quelques secondes.